la présentation, donc avec l'accord évidemment des présentateurs. Si vous ne voulez pas apparaître, ah voilà, c'est déjà parti. Il faut couper les caméras et ne rien dire si vous serez masqué. L'objectif, c'est effectivement qu'on puisse revoir et en tout cas partager avec nos collègues qui seront en cours ou qui ne pourraient pas nous rejoindre en direct le contenu extrêmement intéressant de cet exposé. Bonjour Emmanuel Sylvestre. Et bonjour. Voilà, tu es le directeur du Centre de soutien à l'enseignement de l'Université de Lausanne et responsable d'un projet, le projet P8 Digital Skills de Swiss Universities, dans lequel on parle de plein de choses, mais entre autres de l'université du futur. Alors, je vais passer directement la parole. Je ne sais pas si tu préfères qu'on attende encore quelques minutes, Michel. On peut démarrer, puis Jean-Michel nous rejoindra après. Donc, juste, je partage mon contenu. C'est parfait. Alors, j'ai juste pas mis en plein écran. Je vais voir si ça fonctionne maintenant. Est-ce que là, vous avez le plein écran ou pas du tout? J'allais dire pas encore, mais je pense que ça vient. Je vais le partager. Ça sera mieux. On a acquis des compétences digitales. Là, on a écran vert et c'est parfait. C'est en mode présentation. Très bien. Alors, voilà, je vais vous parler de ce projet Future University. Donc, c'est le titre qu'on a attribué à ce projet, projet P8, donc dans le financement 2021-2024. Un projet qu'on a déposé avec Unidistance et qui vise à développer les compétences numériques pour enseigner et apprendre. Donc, on parle de compétences numériques du futur. Alors, c'est un futur relativement proche. Je pense qu'on est même sur plutôt un présent qu'un futur lorsqu'on va discuter de ces compétences numériques. C'est en tout cas de pouvoir permettre à nos étudiantes et étudiants et enseignants d'avoir les compétences numériques suffisantes dans un premier temps pour pouvoir enseigner et apprendre dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai que ce projet il a été déposé avant la période Covid, on va dire. Le développement des compétences numériques, du coup, a été un peu le sujet principal de ces 2 dernières années, notamment pour former très rapidement des personnes à utiliser les outils qui étaient proposés aux enseignantes et enseignants et également aux étudiantes et aux étudiants. Ce projet, en fait, il réunit une équipe mixte en fait, entre l'Université de Lausanne, plus particulièrement le Centre de soutien à l'enseignement, et puis Unidistance, avec l'équipe EduDL+, dirigée par Jean-Michel Julien. Donc tous les deux, on co-dirige ce projet et on a aussi 4 collègues, Marine, Jean-François, Henrietta et Ambroise, qui nous épaulent pour superviser en fait ce projet. Et on a des collègues qui sont plus dans la production, donc des conseillères pédagogiques, Maud et Mélanie, 2 conceptrices qui vont travailler sur l'élaboration de contenu, Émilie et Martha, et puis Annabelle qui coordonne en fait l'ensemble de ce projet. Ensuite, on fait appel à un corpus un peu plus grand de personnes. Si je rentre un peu dans le détail, ce projet, on a 5 grands objectifs. Le premier, c'est de pouvoir s'accorder sur un référentiel de compétences numériques sur lequel on puisse s'appuyer ensuite pour élaborer de la formation, mais également réfléchir à une valorisation aussi de ces compétences qui pourraient être développées. Alors pour cette base, il y a pas mal de choses qui existent. En fait, on s'est appuyé sur le DIGCOMP Edu notamment et le DIGCOMP, qui sont 2 référentiels qui ont été élaborés au niveau européen et qui s'appuient sur un recensement de compétences élaboré par des groupes d'experts numériques et qui s'appuient également sur leur expérience du développement des compétences numériques des dernières années. Juste, je reviendrai ensuite sur cet aspect-là, sur le référentiel. Le deuxième point, ça serait de pouvoir rédiger des ressources, produire des ressources qui visent à permettre aux enseignants et aux étudiants de développer leurs compétences numériques. Alors ces ressources, ça peut être de différentes choses. Ça peut être des documents, des sortes de tutoriels papier, des tutoriels vidéo, des infographies, tout type de ressources qui pourraient être utiles pour prendre du recul sur ces compétences numériques et voir aussi comment on peut aller de l'avant avec ça.
L'autre point, c'est d'impliquer les enseignants et les étudiants dans la co-animation des dispositifs. Donc, on a des ressources pédagogiques qui doivent être développées pour former les enseignantes et les enseignants. Et l'idée de ce projet, en fait, c'est de pouvoir impliquer les différents acteurs, que ce soit les enseignants ou les étudiants, dans la collaboration dans la collaboration avec nous pour la production de ces ressources. L'idée aussi, potentiellement, si on travaille sur de la formation, ça serait d'avoir des formations qui euh, permettraient d'intégrer des interventions des enseignants ou des étudiants. L'idée aussi, c'est de pouvoir rendre accessibles ces dispositifs à l'ensemble des établissements partenaires, donc là, Unidistance et UNIL, mais plus largement de pouvoir rendre accessibles ces ressources à l'ensemble des hautes écoles suisses, sachant que c'est un projet qui est financé par Swiss Universities. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessible plus largement ces ressources. Ce qui veut dire aussi, dans la discussion, on pourra revenir tout à l'heure là-dessus, mais on est aussi preneur de contributions. On propose un cadre avec ce projet. Si dans vos institutions, vous souhaitez participer à l'élaboration de ressources, de formations, contribuer à un moment donné sur la valorisation des compétences numériques, on est preneur aussi de ces collaborations. Donc, l'appel est lancé. On en discute volontiers juste après. L'idée aussi, le dernier point, ça va être de permettre aux étudiants et enseignants de recevoir une reconnaissance ou une valorisation pour les compétences développées. Alors, il n'est pas indiqué ici la forme de cette reconnaissance ou cette valorisation. L'idée, c'est de creuser le sujet et de pouvoir retrouver quelque chose qui serait le plus pertinent possible. Oh, juste, je me tourne vers Nathalie pour voir est-ce que Jean-Michel est arrivé entre-temps. Alors, du coup, je vais regarder. En tout cas, il n'a pas sonné, on va dire ça comme ça. Non, il n'est pas là. Ok, c'est pas grave, je continue alors. Avant de se lancer en fait dans ce projet, on a pris la première année pour faire un travail réflexif et collaboratif. On a 4 sessions d'ateliers qui ont été organisées pour réfléchir justement à ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Et l'idée de ce qu'on voulait mettre en œuvre pour guider notre travail, c'était un livre blanc autour de 3 thématiques. Le référentiel de compétences, comme on l'a indiqué, le plan de développement qui permet justement, sur la base de ce référentiel de compétences, de définir des actions de formation, de développement professionnel, ou développement de compétences plus largement pour nos publics, et puis la thématique de la reconnaissance et de la valorisation. Ces 4 ateliers, en fait, regroupés, là j'ai mis les personnes qui étaient présentes lors du premier atelier. Ces ateliers regroupaient des experts sur les questions du numérique, suisses, français, québécois, belges, des conseillers et ingénieurs pédagogiques des différentes institutions, et puis également des enseignants, des étudiants, pour avoir également leur point de vue sur ces aspects-là. Je profite d'une respiration pour souhaiter la bienvenue cette fois à Jean-Michel qui nous rejoint. Très bien. Et passer la parole, c'était ça que tu voulais dire, Hervé, qui essayait de lever la main désespérément. Voilà, fin de la parenthèse. Ok, très bien. Juste pour terminer là-dessus, en gros, une équipe d'animation aussi, on a travaillé avec la société Co-Design-It pour animer en fait ces séances. On a dû le faire complètement à distance vu la période dont il s'agissait et puis vu le nombre de personnes qu'on regroupait. Donc on a travaillé en fait avec l'outil Miro. Là, c'est un exemple du cheminement Miro sur l'atelier 4. Mais alors, je ne vais pas zoomer directement là-dedans. Peut-être que dans la discussion, à un moment donné, on pourra aller dans le document Miro. Mais l'idée, en fait, c'était de passer par différentes étapes. La première étape, c'était de prendre connaissance de documents. Donc, on travaillait dans la lecture de documents pour réfléchir un peu sur le sujet, référentiel, plan de développement, valorisation. Et après, il y avait différentes activités qui étaient proposées où les personnes pouvaient réexploiter ce qu'ils avaient pu voir dans le cadre de ces différents documents pour pouvoir construire après une sorte de ligne de conduite qui pourrait permettre de remplir notre futur livre blanc. Alors, ce livre blanc, il est en cours de rédaction à l'heure actuelle suite à ces séances d'échange et il nous permet de guider en fait le travail. Alors peut-être je m'arrête juste un petit break maintenant pour présenter Jean-Michel.
Donc Jean-Michel, bonjour. Bonjour à toutes et tous, et désolé pour le retard. J'ai trouvé du temps. Voilà. J'avais prévu ça mercredi et Voilà. visiblement c'était lundi. Donc Et là, mille excuses. c'est moi qui m'excuse, c'est moi qui me suis trompée de date, alors toutes mes excuses. J'ai dit que pour 2 ans, j'allais me répondre en excuse pour cette erreur. Voilà. Donc, on a effectivement fixé normalement mercredi le café pédagogique. Et au moment de l'invitation, ça me semblait évident que ça devait être un lundi. Donc, voilà. Merci pour votre flexibilité à tous les deux. Donc voilà, Jean-Michel, n'hésite pas à intervenir aussi dans les présentations. Donc l'idée, voilà, c'est de présenter les objectifs. Je reviens sur la présentation maintenant. Le temps de switcher. OK. Donc voilà, vraiment des ateliers collaboratifs pour avoir un retour de nos différents groupes de personnes, des experts numériques, enseignants, étudiants, conseillers, ingénieurs pédagogiques, pour pouvoir alimenter en fait notre réflexion. Le livre blanc, j'ai repris en fait ce qu'on a pu indiquer lors de la première année bilan en fait. Pour nous, c'est vraiment un outil pour aider les directions des hautes écoles dans le développement des compétences numériques. Donc là, d'ici juin, le document sera terminé. C'est un document qui pourra être envoyé à l'ensemble des hautes écoles pour guider leur réflexion. On n'est pas dans un aspect normatif ici dans ce qui va être proposé. On est parti plutôt sur une phase de questions qui étaient soulevées lors des 4 ateliers et qui vont permettre, donc, sous une forme d'une dizaine de chapitres, de pouvoir se poser des questions sur les aspects de stratégie, sur l'organisation, sur des aspects de finance, sur les référentiels de compétences. Nous, on est parti sur le DIGCOMP et DIGCOMP-EDU, qui sont donc ces référentiels européens. Ça a des avantages de partir sur des référentiels existants, notamment en termes de mobilité aussi des étudiants, par exemple, et également de reconnaissance plus large. Mais on peut voir aussi que ça peut avoir quelques difficultés, par exemple, sur on va dire, l'assimilation de ce référentiel, cette appropriation au sein d'une autre école. Donc là, il y a un travail qui est fait à l'heure actuelle, par exemple, pour s'approprier en fait ces référentiels. Et puis, bien entendu, il y aura des éléments de guide pour la valorisation et l'évaluation. Est-ce que Jean-Michel, tu as des points à rajouter là-dessus? J'ai le plan de livre blanc, si ça vous intéresse, les 8 chapitres, les questions auxquelles on tente de répondre, en tout cas d'apporter des éléments de réponse. Si ça vous intéresse, je peux vous projeter ça. Ce serait très bien de pouvoir le projeter maintenant. Okay. Alors, je vous montre ça. Est-ce que vous avez un Word avec 2 pages? Super. Voilà, donc par rapport aux questions de gouvernance d'institutions et de projets de déploiement de numérique, on a identifié au final 8 chapitres. C'est encore en mouvement, hein, et puis les différentes questions auxquelles on tente d'apporter des éclairages. Alors, on ne veut pas être normatif, hein, donc l'idée, c'est pas de dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est plutôt d'apporter un faisceau d'éléments qui vont permettre de s'interroger sur les enjeux, les moyens, les méthodes qui vont permettre de conduire un projet de développement autant pour les étudiants que pour les enseignants. Donc, il y a des choses qui sont au niveau de la stratégie, des choses qui sont au niveau de l'impact sur l'organisation, hein. On parle bien évidemment de référentiels, il en existe de multiples, hein. On a parlé de DIGCOMP, DIGCOMP-EDU, mais à l'intérieur de ces référentiels, de quoi a-t-on besoin comme information? Est-ce qu'on va dans les niveaux? Est-ce qu'on va dans les critères? Est-ce qu'on va... Voilà un petit peu les questions qu'elle tente de répondre ce chapitre 3. Bien évidemment, le chapitre 4, c'est aussi mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc, quels sont les éléments qu'on peut prendre en compte pour renforcer l'engagement des différents acteurs d'un tel projet? Le chapitre 5 se pose des questions sur l'ingénierie de formation, sur l'ingénierie de développement de ces compétences numériques. Et puis ensuite, chapitres 6 et 7 sont plutôt centrés sur un public cible, sur les enseignants pour le chapitre 6, sur les étudiants pour le chapitre 7.
Et puis enfin, il nous a semblé très utile d'avoir un chapitre 8 qui traite spécifiquement de l'évaluation, de la reconnaissance de ces compétences numériques. Voilà un petit peu le plan qu'on a finalisé après les ateliers qu'a décrit Emmanuel, mais aussi tout le travail qu'on a fait à l'interne pour exploiter ces ateliers, qui nous ont amenés à produire ce plan de livre blanc. Associé à ces éléments de réponse auxquels, parce que vous avez vu, là, il n'y a que des questions, on développe aussi un outil de positionnement sur des différents aspects qui permettent finalement pour une institution de s'interroger un peu comme le font les labels IFQM ou e-Excellence, qui nous permettent à partir d'un certain nombre de critères d'identifier où en est l'organisation, où en est l'institution dans son processus, et puis finalement où on en est et où on veut aller, bien évidemment, en fonction de la stratégie de l'établissement. Et donc, par rapport à ça, justement, au niveau du travail qui a été réalisé, on a différents sous-projets qui ont été précisés. Le livre blanc, il apparaît dans la zone 4. Ici, on l'a mis dans l'onglet plutôt management, avec cette rédaction du livre blanc, et puis ce que mentionnait Jean-Michel, cette fameuse grille d'autopositionnement pour les institutions, qui permettra justement de fixer des axes de développement aussi au niveau de son institution, de savoir est-ce qu'on veut aller vers ce chemin-là, et puis comment on pourrait y arriver. On voit qu'on a 3 autres axes qui sont aussi précisés. L'axe enseignant avec donc l'adaptation de notre référentiel, et puis à partir du référentiel aussi de travailler sur la planification de notre offre de formation. Cette offre de formation, elle va être liée bien sûr aux différentes compétences qui doivent être développées. Alors peut-être juste, si j'avance, le DIGCOMP-EDU, en fait, on a ce document européen qui existe. Donc, référentiel de compétences orientées enseignantes et enseignants, avec 6 grands domaines de compétences. Donc, l'engagement, tout ce qui est ressources, l'évaluation, l'enseignement, l'apprentissage, l'engagement de toutes et tous, et puis peut-être d'autres éléments sur la facilitation, on va dire. Alors, c'est juste peut-être un détail aussi, c'est que nous, mais qui n'est pas un détail, on s'intéresse uniquement aux compétences numériques pour enseigner et apprendre, et on ne va pas aller sur des compétences numériques disciplinaires. Donc, on reste sur des choses qui sont un peu plus transverses, on va dire. Et donc, lorsqu'on va travailler avec les enseignants ou avec les étudiants, on va rester sur un niveau qui sera peut-être un peu plus générique, mais qui permet d'être réexploité justement dans différents contextes. Si je reviens sur le côté étudiant, donc le DIGCOMP, on retrouve quasiment les mêmes domaines sur ce qu'on appelle la littératie numérique, des aspects de communication, de collaboration, la création de contenu, la sécurité et puis la résolution de problèmes. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir partir de ces grands domaines et de ces compétences-là pour ensuite décliner l'offre de formation pour les enseignants et l'offre de formation pour les étudiants, comme on le voit ici. Alors, l'offre de formation pour les enseignants, ça va se décliner aussi en plusieurs SPOC qui vont être réalisés en fonction de ces différents domaines. Alors, je peux laisser aussi la parole, j'ai Jeff Vandepoel qui est connecté également aujourd'hui et qui s'occupe justement de ce domaine SPOC. Jeff, est-ce que tu arriverais à nous dire 2 mots sur ces SPOC? Oui, avec plaisir, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, en fait, ce qu'on essaie de développer dans cet axe SPOC, en gros, c'est des cours qui sont composés de ressources assez variées, souvent en format vidéo, et de propositions d'activités qui sont vraiment destinées à développer les compétences digitales des profs. Donc, on essaye alors, on va s'adjoindre un advisory board de collègues qu'on va inviter à discuter contenu avec nous. Mais l'idée, c'est de proposer 5 modules, donc 5 SPOC, donc, qui sont des Small Private Online Courses, qui sont chacun dans un domaine de DIGCOMP for Education. Et l'idée, c'est de présenter des contenus en ligne complets, avec des activités qui peuvent être suivies à des moments précis, qui peuvent être aussi adjoints par des sessions présentielles, des séminaires.
et donc de proposer cette offre et de la développer pour qu'elle soit utilisée par tous les collègues que cela intéresse. Donc on peut aussi offrir une expression du cours en Open Education Resources aussi aux institutions que ça intéresse. Et puis dans l'aspect de collaboration aussi, dans ces SPOC, on ne va pas créer tout le contenu, donc on souhaiterait qu'il y ait des experts qui puissent intervenir dans les différents domaines. Et donc on fera un appel aussi, donc au sein de vos institutions, si vous avez des experts en sécurité numérique ou je cite cet exemple-là, ben, nous on est preneurs aussi d'avoir cette expertise pour pouvoir après l'intégrer dans ces SPOC. L'idée, c'est vraiment que ça puisse être conçu de manière collaborative et que ce soit le plus parlant possible à l'ensemble de notre communauté. Dans l'axe enseignant, il y a des ressources aussi. Alors nos services respectifs, CSE ou EduDL+, ont élaboré pas mal de ressources pour accompagner les enseignantes et les enseignants dans la prise en main des outils numériques et également dans le développement de leurs compétences numériques. On sait que d'autres institutions ont également travaillé énormément là-dessus, en tout cas depuis la période pandémique. L'idée, ça serait d'essayer de regrouper tout ça, d'avoir une base de données pour pouvoir partager ensuite l'ensemble de ces ressources à la communauté. Donc là, c'est un travail qui est pour l'instant, qui arrivera plus tard dans le projet, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas oublié. Dans l'axe étudiant, on a également une plateforme, la poursuite de la plateforme Kairos, et puis là, je vais me retourner du côté de Jean-Michel aussi, qui va pouvoir nous dire quelques mots sur cette plateforme, qui a été initiée dans un précédent P8 et qui continue en fait dans celui-ci, en gros pour développer les compétences numériques de nos étudiants, sous la base aussi d'exercices que les étudiants vont devoir réaliser. Mais je laisse tout de suite Jean-Michel en dire quelques mots de plus. Merci Emmanuel. Sur le précédent P8, on avait fait un benchmark des dispositifs, des plateformes notamment, qui permettaient de viser l'autodidactie, parce qu'on a beaucoup d'étudiants et l'idée, c'était pas de mettre beaucoup de ressources humaines en face à face avec les étudiants, c'était plutôt de privilégier l'auto-apprentissage avec des choses qui nous ont paru prometteuses. Si vous connaissez le dispositif PIX, vous voyez un petit peu les différents défis, les différents quiz, les différentes activités finalement que réalisent les étudiants, avec un énoncé et puis la plupart du temps un travail à faire pour identifier les réponses là, les réponses correctes. Mais le dispositif PIX, c'est bien pour une auto-évaluation, pour se positionner. Et puis, on peut se débrouiller tout seul quand on n'y arrive pas, ou on peut zapper la question. Donc, quand on a fait ce benchmark, on trouvait que l'approche de PIX était intéressante et ce qui nous manquait, nous, c'était les éléments qui permettaient d'aller plus loin dans l'auto-apprentissage, c'est-à-dire que quand on est coincé sur une question, vous savez, c'est l'astuce. Ah, on déclenche l'astuce, on lit l'astuce. Et puis, avec l'astuce, peut-être que ça suffit pour franchir une marche, pour dire « Ah ouais, j'ai pas pensé à ça ». Donc, on va, avec cette astuce, essayer d'avancer dans la quête de la réponse à la question. Mais des fois, l'astuce n'est pas suffisante. Et donc, il faut aussi des éléments un peu plus probants, des éléments de texte, d'explication, des liens vers des tutoriels ou des choses comme ça. Du coup, dans Kairos, on a à la fois les défis et puis les éléments de cours. Et puis tout est lié, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un élément de cours, on a des questions. Et puis quand on est sur une question, on peut aller à l'élément de cours. Il y a donc différents niveaux, ce dispositif, cette ingénierie pédagogique permet différentes approches. Le côté ouais, moi je suis bon, donc je vais faire déjà les quiz, et puis je vais voir où j'en suis, et puis je m'aperçois que j'y arrive pas, donc je vais aller au cours. Et puis il y a l'autre approche qui est, moi j'y connais rien, et donc je vais aller lire le cours, et quand j'ai fini de lire le cours, je vais pouvoir me positionner sur les quiz du chapitre correspondant. Donc on peut, pour chacun des domaines, naviguer indifféremment en partant plutôt vers l'autopositionnement et les exercices formatifs, ou aller vers les cours. Et on peut naviguer en permanence puisqu'on a des liens systématiques entre ces éléments de cours et ces quiz. Voilà. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas le diaporama, c'est Ambroise qui a tout sur sa machine. Par rapport à ça aussi, comme on le mentionnait pour les SPOC, où on
on a des appels à collaboration. Ici, on a aussi des ressources qui peuvent justement aider à mettre en place le contenu sur la plateforme Kairos. S'il y a des équipes qui ont déjà du contenu ou qui sont en train de travailler dans leur haute école sur la création de ce type de contenu-là, nous, on est vraiment preneurs aussi de collaboration pour pouvoir l'intégrer dans la plateforme, ce qui pourrait être utilisé après par tout le monde. On a aussi dans cet axe étudiant l'axe certification. Donc là, comme on le mentionnait, pour l'instant, rien n'est arrêté. C'est plutôt une réflexion qu'on a sur, on va demander aux étudiants de développer des compétences numériques, le plus souvent en dehors de leur parcours académique ou de leur cursus, on va dire. C'est du temps qu'ils prennent en plus de leur cursus pour faire ces choses-là. Donc, est-ce que à un moment donné, c'est reconnu sous forme de crédit ECTS? Est-ce que c'est reconnu sous forme d'une attestation? Est-ce que c'est reconnu sous une forme d'open badge qui pourrait être mis ensuite sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes de recrutement? Le champ, il est largement ouvert ici. Mais en tout cas, on se préoccupe de cet élément parce qu'on sait que c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de temps pour les étudiants de se lancer dans ce type de démarche. Le dernier point que je discuterai, c'est l'axe communauté. Donc là, on va aussi développer des DJ Numérilab. Certains ont été lancés à l'Université de Lausanne. Un concept où pendant une demi-journée à une journée, les enseignantes, enseignants, étudiantes, étudiants peuvent venir pour prendre en main certains outils numériques ou une réflexion sur le numérique, mais l'adapter directement à leur propre enseignement ou apprentissage. Donc là, l'idée, c'est de venir avec un problème ou une interrogation et de repartir avec une solution ou une réflexion avancée sur le sujet. Donc là, le concept, il est élaboré déjà pour l'axe enseignant. On est en train de le travailler également pour l'axe étudiant et de pouvoir impliquer après les différents acteurs dedans. Jeff a parlé aussi de la plateforme sur les Open Educational Resources, donc d'avoir aussi une plateforme qui permettra de diffuser l'ensemble des ressources qui ont été produites pour que tout le monde puisse intégrer notamment des éléments de contenu, que ce soit des éléments du SPOC, mais potentiellement également des fiches d'activité de Kairos, donc des choses qui puissent être prises après dans d'autres contextes. Et enfin, dernier point, c'est les conférences et les workshops. Donc là, il y a une première conférence qui va être lancée en juin prochain, c'est ça, Jean-Michel? On en a une déjà en avril. On en a une déjà en avril sur... où c'est qu'elle est? Allez, voilà. Contact et interaction en ligne, Jen Ross. Et puis une autre en juin, Émilie Nordman, enregistrement des séances de regroupement. Pour l'instant, on a ça dans les tuyaux. Donc l'idée, c'est d'animer la communauté aussi avec des experts, la plupart du temps externes, pour nous amener en fait des éléments. Nous, on va travailler avec ces personnes aussi pour voir ce qu'on peut en tirer pour les différents axes ici. Mais l'idée, c'est que ça puisse, en tout cas, que la conférence puisse être ouverte à l'ensemble de la communauté. Puis je crois que je vais terminer ici et puis potentiellement discuter avec vous des différents points. Je peut-être laisse la main à Nathalie. Je la reprends. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, c'est vrai que je pense que dans toutes les écoles et les hautes écoles, en tout cas, on se questionne beaucoup autour de ces thématiques-là. Je vais d'abord peut-être laisser la parole à ceux qui auraient des questions et sinon, j'enchaîne très volontiers parce que moi, évidemment, j'en ai plein pour rebondir. Alors, est-ce que quelqu'un aurait des questions? Alors, j'ai Sébastien. Oui, c'est une question un peu naïve et méta, mais on est effectivement sur la numérisation des formations avec cette question vive qui est de savoir s'y prendre, aussi bien pour les enseignants que les étudiants. Mais comment cette question-là, comment le numérique en fait change l'ADN de l'UNI? Est-ce que ça touche à son identité, à comment on se la représente aujourd'hui? Peut-être un retour au niveau de notre institution. Si je prends l'exemple de la captation des cours, où on a vécu cette période pandémique, où on avait des cours qui étaient diffusés, c'est quelque chose qui, je pense, a vraiment touché l'ADN
en tout cas les représentations, voire les conceptions de nos enseignants, des étudiants, qui ne sont pas forcément les mêmes du coup, qui a pu renforcer d'un côté l'importance du présentiel, notamment pour les enseignantes et les enseignants. Et de l'autre côté, du côté étudiant, les retours qu'on a, c'est l'importance d'avoir une plus grande flexibilité avec des cours qui pourraient être diffusés ou enregistrés. Donc là, on va vers un domaine où on a été, finalement, on a été victime d'une situation. Le numérique a apporté une solution. Maintenant, 2 ans d'utilisation de cette solution, ça laisse des traces et il va falloir renouer le dialogue en fait pour trouver le juste milieu. Tout captation, tout diffusion, c'est en tout cas pour des écoles qui se veulent non entièrement à distance, c'est pas quelque chose qui est souhaitable pour différentes raisons. Notamment, on voit qu'il y a certaines actions qui vont ou certaines filières qui vont pas pouvoir se faire entièrement à distance. Mais de l'autre côté, on voit qu'on a quand même besoin de plus grande flexibilisation aussi, et notamment en termes d'inclusion, c'est des choses qui peuvent apporter énormément de choses. On voit par exemple en première année dans notre institution, on a quasiment 20% d'étudiantes et d'étudiants qui ne sont pas de langue maternelle française. La plupart des cours sont en français et on sait que, notamment dans les travaux d'Emily Nordman, on a une forte plus-value en fait de proposer des cours diffusés en streaming ou disponibles en enregistrement. De même avec les étudiants dyslexiques aussi, qui peuvent justement se rappuyer sur le contenu. Donc il y a un équilibre à trouver comme ça et je pense que c'est des éléments qui vont changer. Mais peut-être Jean-Michel, toi tu as d'autres éléments par rapport à une université plus à distance? Oui, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le champ des possibles s'est ouvert de façon considérable après ces 2 années. D'une façon générale, sur l'ingénierie de formation, aujourd'hui, on n'hésite plus à organiser un événement en bimodal simultané, avec des gens en présence, des gens en distance. Aujourd'hui, ça nous fait moins peur qu'il y a 3 ans, hein. Du coup, c'est toute l'ingénierie en fait de pédagogique qui peut être affectée en fonction des publics cibles, en fonction des objectifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le café, moi, s'il était dans le canton du Valais aujourd'hui, j'aurais pas pu y aller. Mais je suis avec vous. Voilà. Donc le champ des possibles est devenu considérable. Ça impacte durablement des universités comme Unidistance, hein, puisque la quête de flexibilité aujourd'hui nous interroge sur le modèle pédagogique d'Unidistance. On était dans un dispositif hybride avec 5 regroupements par semestre. Les regroupements, je vous avoue qu'il y a tellement d'étudiants qui nous ont dit que c'était bien quand ils n'étaient pas obligés de se déplacer qu'on est plutôt en train de chercher des solutions. Donc à distance, tout en maintenant le haut niveau d'interaction avec les équipes enseignantes. Donc ça transforme notre modèle, c'est évident que ça transforme notre modèle d'enseignement. Que dire d'autre? Oui, les questions d'enregistrement, parce que la flexibilité, nous on a des publics, une distance, donc c'est 37 ans et demi en moyenne d'âge, des sportifs de haut niveau, ils sont jamais libres le samedi, les sportifs de haut niveau. C'est con parce que les regroupements c'est le samedi. Donc l'enregistrement apporte une certaine flexibilité, mais ça pose des problèmes éthiques, juridiques. Bon, ça on a appris, hein, mais ça pose aussi des questions de posture pour comment exploiter un enregistrement quand on n'y a pas participé. C'est quoi le petit plus qu'il faudrait donner si on avait une demi-heure sur un créneau supplémentaire le mardi de 18h à 19h, quand on a lu l'enregistrement de la séance, c'est quoi le petit plus qu'il faudrait apporter pour profiter pleinement de ce type de dispositif? Donc oui, ça change beaucoup de choses quand même chez nous. Est-ce que j'ai répondu à la question, Sébastien? Oui. Ouais. C'est vrai qu'il y a les impacts en lien avec ce registre instrumental, quoi, c'est-à-dire. Mais la question, c'est aussi à se dire, allez, si je caricature un petit peu la représentation de l'Uni, alors légitime ou pas, mais fondamentalement disciplinaire, plutôt orienté connaissance, avec des modalités de retransmission qui sont plutôt dans la restitution. Est-ce que cette crise-là, elle a changé un petit peu la moelle de l'Uni?
vers plus de transversalité ou pas? Enfin, ou est-ce qu'on cherche Plus à de faire pareil, mais avec d'autres outils? Avec peut-être plus de contrôle continu. Ce que je vois arriver, moi, c'est plus de contrôle en cours de formation, avec un poids moindre pour les examens terminaux de fin de semestre. Du coup, c'est assez intéressant aussi parce que on est plus proche comment ça s'appelle, productive learning. On apprend en faisant et puis en même temps, c'est ça qu'on donne à voir. Donc, ça privilégie aussi des apprentissages profonds. Ça permet de faire un suivi plus régulier sur le semestre. Donc, ouais, l'impact pédagogique, il est quand même fort. Voilà, moi, je vois cette tendance. Un peu plus de contrôle en cours de formation, toujours des examens terminaux, parce que ça, on a du mal à y mettre fin quand même. Et puis, les étudiants, ils trichent, hein, donc c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, il y a des tensions, c'est évident qu'il reste des tensions dans ce modèle-là, mais on y travaille. Et de la même façon, vous vous souvenez, la calculatrice électronique a révolutionné les épreuves de mathématiques, hein. Aujourd'hui, open book, Internet pendant l'examen, waouh, ça change la nature du sujet, c'est évident. Il y a un point qui est intéressant aussi, c'est bon, on s'appuie beaucoup sur le modèle SAMR de Pointé-Dura. Donc le modèle SAMR, c'est substitution, augmentation, modification, redéfinition. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différentes étapes, mais en gros, le substitution, c'est d'utiliser le numérique pour faire la même chose que ce qu'on faisait en présentiel. Typiquement, je fais un cours ex cathedra. Mon cours ex cathedra, maintenant, il est diffusé via Zoom ou Teams ou autre. Voilà, ça fait exactement la même chose qu'avant. Je n'ai pas changé ma façon d'enseigner. Et si je l'utilise juste pour de la captation sans une intégration du numérique, je propose une même activité à mes étudiants. De voir après si en termes d'impact à l'apprentissage, est-ce que c'est aussi bénéfique de suivre à distance qu'en présentiel, ça c'est un autre point. Le R, donc si je vais à l'extrême opposé, c'est la redéfinition en fait de son enseignement. C'est de voir en quoi le numérique est intégré complètement dans son enseignement pour voir ce que ça peut apporter de quelque chose de différent que je ne pouvais pas faire auparavant. Potentiellement, j'avais des groupes d'étudiants où dans le temps qui m'était imparti, c'était difficile de pouvoir interagir avec eux parce que j'avais énormément de contenu à leur faire passer, etc. Peut-être que là, je vais pouvoir travailler sur des podcasts vidéo, des ressources que je vais pouvoir mettre à disposition de mes étudiants et en intégrant par exemple une classe inversée également, de repenser un peu le fonctionnement de mon enseignement. Et là, ça nécessite vraiment une redéfinition complète de son action, ce qui nécessite aussi plus de temps et donc un travail un peu plus conséquent aussi de design. Merci. Alors, si je peux me permettre, je vais poser une question. Donc, les 4 axes qu'on voit sont très orientés humains, on va dire, hein. Chaque fois, c'est une population. Est-ce que vous vous êtes questionné sur l'impact de l'environnement, de l'espace d'apprentissage, en fait? Alors, évidemment, une distance, on va dire que c'est pas pareil, mais quoique votre beau bâtiment juste inauguré nous prouve que l'université, c'est un bâtiment, c'est des auditoires, et on sait que ça a un impact fort, et encore plus avec le numérique. Donc, le premier pas qu'on a fait, c'est de mettre des prises électriques. Et on est très content que ce ne soit pas au pétrole, on va dire. C'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça. Est-ce qu'on doit mettre l'espace d'apprentissage dans la balance encore? Alors, pour moi, oui, c'est primordial. Mais on le voit, hein, tu mentionnais les prises électriques. Chez nous, on a lancé période complètement Covid, on a dû mettre en place des évaluations complètement à distance. De ce qu'on a gardé de cette expérience, c'est un projet pilote d'évaluation sur ordinateur, mais en présentiel. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines activités sur ordinateur avaient plus de sens, notamment dans certaines filières comme en biologie ou en HEC chez nous, où les étudiants devaient coder ou utiliser leur outil numérique la plupart du temps dans le cadre de leur enseignement et des activités qui leur étaient proposées. Et puis à l'examen, on leur demandait de passer sur du papier pour s'assurer en fait que ça soit en général que les étudiants n'aillent pas farfouiller ailleurs. Bref, maintenant on a des outils qui permettent de sécuriser en fait ces évaluations, mais comme tu le mentionnais, on a des problèmes logistiques qui sont l'accès aux prises de courant. Parce que c'est clair, lorsqu'on a 300 étudiants dans une salle, on n'a pas forcément l'accès à 300 prises électriques et tout le monde n'a pas des ordinateurs qui vont tenir toute la journée pour
pour faire les examens. Donc c'est clair que c'est des grosses questions alors pour l'instant, on n'a pas de réponse par rapport à ça. Mais en tout cas, notre institution, pas dans le cadre directement du P8, mais plus en réflexion globale, se pose cette question-là et commence à voir essayer de faire émerger des solutions, notamment pour les prises électriques, notamment des espaces de charge pour les ordinateurs sur les temps de midi, avec des casiers sécurisés ou autres. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Jean-Michel, je ne sais pas si toi, tu as des... Oui, nous, on a des impacts au niveau des salles, bien évidemment, parce que je vous ai parlé de bimodal simultané, des choses qu'on va essayer de rendre possibles plus fréquemment dans l'avenir. Et ça, pour nous, il faut 2 beamers dans une salle, quoi. Il faut un système simple, parce qu'on en a essayé, des systèmes. S'il faut un technicien dans chaque salle, c'était pas ça l'idée. Donc, mettre au point le dispositif technique pour que finalement on ait un truc. Le prof, il arrive, il branche son USB-C là, et puis c'est tout ce qu'on lui demande, quoi. Donc, il faut aussi au niveau des équipements. Systématiquement, on a un beamer dans une salle parce qu'on a l'habitude de projeter et de montrer aux étudiants qui sont dans la salle. Mais quand on a aussi des étudiants à distance, médiatiser la distance pour le prof et les étudiants qui sont dans la salle, c'est aussi important. C'est un des facteurs qu'on a trouvé assez essentiel dans la relation pédagogique pour que les étudiants en présence et le prof sentent, entre guillemets, les étudiants à distance, et puis inversement, que les étudiants à distance sentent qu'ils ont un rôle dans ce regroupement virtuel. Donc oui, 2 beamers par salle et des trucs simples pour connecter. On a arrêté les micro-cravates, les micro-additionnels, les caméras sur trépied, ça faut tout arrêter, quoi, parce que c'est trop compliqué. Donc au niveau des infrastructures, des salles, oui, là on a des besoins aussi qui émergent et qui sont coûteux. Peut-être, Jeff, est-ce que toi, tu as des éléments aussi à rajouter sur ça, parce que je sais que tu t'es pas mal intéressé à cette question. S'il est là. Oui, je suis là. J'essaie juste de trouver le bon bouton pour le micro. Je pense que c'est extrêmement compliqué. Je pense que tout d'abord, il faut déjà mettre de l'ordre dans le vocabulaire qu'on utilise. Ça, c'est le spécialiste des technologies qui parle. Parce que comodal, bimodal, hybride, iFlex, on est passé par tous les termes. Et finalement, maintenant, les profs voient pas mal ce qu'on appelle l'enseignement hybride, qui est en fait de l'e-learning, comme de l'iFlex. Donc d'abord, je pense qu'il faut recatégoriser un petit peu ce qu'on entend par quoi. Et puis, justement, avoir certaines salles équipées pour supporter ce comodal, comme le mentionnait Jean-Michel, mais pour que ça soit quasiment transparent pour le prof au niveau technique, mais surtout pour que ça fasse sens pédagogiquement. Parce qu'en fait, voilà, si comme chez toi, le samedi matin, les étudiants ne sont pas là, mais que certains peuvent être là et que le comodal, il se définit par le cadre pédagogique des cours, voilà, on y va, mais on n'y va pas pour y aller, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de contraintes, c'est très compliqué techniquement et pédagogiquement. Donc pour moi, on y va quand ça fait partie des choix qu'on a fait fort, mais il ne faut pas y aller pour y aller. Ou alors on assume le fait que les gens qui suivent en ligne sont plus passifs et qu'on leur demande une activité en asynchrone. Maintenant, au niveau des modèles, je pense que ce qui est fait mieux sur le marché actuellement, et on est en train d'en mettre pas mal à l'UNIL, c'est les Zoom Rooms. En fait, il y a un équipement, il y a une façon de les booker qui sont disponibles. Le prof arrive dans la salle, on sait qu'il a booké une Zoom Room pour enseigner, on connaît son code Zoom, donc ça se connecte automatiquement. Et donc voilà, on est sur des dispositifs qui vont plutôt vers la facilité et on va vers 2 écrans et une caméra la plus simple possible pour le prof. Juste 2 écrans, c'est pour avoir un retour sur ceux qui sont à distance, c'est ça? Oui, et on a découvert un instrument magnifique, mais non, ils sont en rupture de stock. Je ne fais pas de pub, je suis désolé. Mais il y a une marque à consonance germanique qui propose des dalles micro qu'on met dans les plafonds. Et ces dalles, elles sont exceptionnelles parce qu'en fait, dans une salle qui va jusqu'à 50 mètres carrés, elle te récupère absolument tout le son des gens qui parlent dedans et elle diffuse des gens qui parlent de dehors. Et donc, moi qui l'ai testé, tu as vraiment l'impression d'être dans la même pièce. Are you sure? Oui, voilà. I am not sure. Mais ces dalles-là amènent une belle dimension, je pense, technique à l'acte comodal,
parce qu'en fait, tu t'affranchis du micro et en fait, les gens dans la salle peuvent se parler facilement aux gens qui sont en ligne. Il n'y a pas de micro qui passe, tout est capté en même temps. Et en plus, ils ont une espèce d'intelligence artificielle qui fait que la voix principale, en fait, il y a une focale qui est mise dessus. Donc, en gros, ça ne capte pas tout ce qu'il y a autour. Donc voilà pour les avancées. Il y a peut-être un autre point qu'on pourrait rajouter. En fait, c'est vrai que là, on met beaucoup le curseur sur le côté de la simplicité aussi d'utilisation des outils numériques. Il y a peut-être un autre point qu'on doit aussi aborder, c'est le côté de garder un sentiment de contrôle aussi sur ces outils numériques. Notamment avec des outils de captation où la plupart du temps, ce qu'on a dû faire aussi en urgence, c'est quasiment d'automatiser ces captations. Mais c'est vrai que dans certains contextes, potentiellement, lorsque je suis en train de parler de situations ou d'exemples qui peuvent être assez sensibles, à un moment donné, j'ai peut-être pas forcément envie que ça soit enregistré dans le cadre de mon cours. Et le problème, c'est si c'est géré centralement, automatiquement, ben, je ne peux pas gérer en fait cette situation où je dois le faire a posteriori, aller dans le fichier, supprimer, faire du montage pour ces choses-là, ça devient vite compliqué. Et donc, je pense dans le futur aussi, c'est de penser à ces dispositifs où l'enseignante et l'enseignant gardent la main sur les enregistrements, sur la diffusion, pour justement garder aussi cette flexibilité de pouvoir parler de certaines choses et à certains moments de ne pas pouvoir le diffuser ou ne pas vouloir le diffuser aussi à tout le monde. Oui, il y a Hervé, oui. Oui, merci. On parle beaucoup du technique, mais on oublie peut-être un peu le pédagogique dans tout ça, dans le sens... moi, j'ai le sentiment que si on scénarise correctement son cours, qu'on soit en présence à distance comodale, si on peut s'appuyer sur cette EdTech et le scénario pédagogique, on sait ce qu'on fait. Puis ensuite, on utilise les bons outils, que ce soit la craie, le feutre à tableau blanc ou un dispositif de vidéoconférence. C'est juste ou je me trompe? Oui, tu as tout à fait raison. En fait, il faut vraiment voir le numérique comme un outil, dans un premier temps, dans le sens où c'est vrai que le beamer, on ne se pose pas trop la question. Finalement, la plupart du temps, on l'utilise, voir le tableau. Après, on se retrouve des fois dans des salles de classe où, même chez nous, on n'a pas de tableau. Donc, on se trouve avec un outil en moins, comment on gère cette situation si on ne connaît pas la salle. Comme tu le mentionnes, hein, c'est cette scénarisation pédagogique ou cette cohérence pédagogique qu'on doit avoir aussi en fonction de ce qu'on vise comme apprentissage chez nos étudiants. On mentionnait tout à l'heure aussi que dans le numérique, tout n'est pas forcément approprié, aussi à du complètement à distance. Dans notre institution, on a des cours de pratique sportive. Alors, par numérique, on peut faire quelques démonstrations ou autres, mais à un moment donné, il y a besoin d'être présent physiquement, de pouvoir avoir quelqu'un qui va donner du feedback, corriger les mouvements ou autres. Et puis ça, à distance, ça devient encore très complexe. Alors peut-être qu'avec les progrès tout ce qui est réalité virtuelle en immersion, ça pourra peut-être s'améliorer, mais pour l'instant, on est un peu limité pour ces aspects-là. Donc ça pose bien le focus sur ces centres de soutien, les conseillers pédagogiques, sur leur utilité par rapport effectivement au contenu pédagogique et puis comment est-ce qu'il se déploie dans l'enseignement, on va dire ça comme ça, au travers justement du scénario. Et le numérique n'est pas toujours la solution. Ouais. Comme tu mentionnais, pour moi, c'est un outil. Après, c'est un outil qui est majoritairement utilisé par les étudiants. Maintenant, dans les salles de classe, c'est quand même la majorité des étudiants ont leur ordinateur ouvert lorsqu'ils viennent en cours, en tout cas à l'université. Et c'est clair que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer non plus. Si nous, on n'enregistre pas le cours, rien de nous... Je ne sais pas si des étudiants sont pas en train d'enregistrer, d'où, quand on parle des compétences numériques, d'aller sur des aspects de protection des données, de sécurité. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire aussi, moi, en tant qu'étudiant dans la salle de classe? Est-ce que j'ai le droit de prendre en photo les slides du prof? Est-ce que j'ai le droit de prendre en photo la salle en sachant que j'ai mes autres collègues qui sont présents? Toutes ces questions qui font partie des compétences numériques qui seront abordées également dans le cadre de ce projet. Je crois qu'il y avait Jeff qui voulait réagir aussi. Non. Voilà, voilà. C'était juste juste une petite précision en réponse à Hervé. Je pense qu'on a un devoir d'honnêteté aussi avec les enseignants en leur disant que la technologie, ça facilite jamais les choses.
Et justement, que plus on l'utilise, plus il faut que le scénario derrière soit réfléchi. Et trop souvent, dans les années 90-2000, on a vendu la technologie comme la révolution de l'éducation et que tout allait se faire tout seul, alors que non, en fait, ça reste, comme tu disais très bien, que des outils. Mais il faut toujours être. Il y a un devoir d'honnêteté avec les enseignants en disant tu veux faire du commodal pédagogiquement, c'est bien, mais sache que tes premières leçons vont être lourdes à préparer et qu'il y aura des plantages et que tu dois préparer à tes étudiants aussi. Donc voilà, être honnête aussi avec les profs. Eh bien, est-ce qu'on reste sur l'honnêteté comme le mot de la fin? Je trouve que ça serait pas mal. Je pense qu'on va se revoir parce que j'espère que des graines ont été semées sur la création des ressources et en tout cas, on va en reparler. C'est clair que c'est toujours un peu compliqué de se dire on peut produire des ressources, sachant qu'il y a un niveau de qualité, je pense, qui sera exigé, un niveau de contenu, etc. Mais dans tous les cas, je vais essayer de motiver en tout cas nos collègues oui, à participer à ces échanges et à fournir aussi du contenu parce qu'il y a énormément de travaux qui ont été faits. Et je pense que ce qui a été fait dans l'urgence, c'était pas extraordinaire, ou plutôt c'était extraordinaire. Maintenant, si on leur met un joli emballage, ben, ça peut en faire quelque chose de vraiment précieux. Voilà, Hervé, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant la clôture. Non, ben, je remercie Emmanuel d'avoir répondu positivement à notre invitation 2 jours à l'avance, ainsi que Jean-Michel et Jeff pour leurs réponses et leur soutien éclairé à Emmanuel. Je me réjouis aussi de continuer dans cette discussion au travers du P8 et puis bien au-delà, évidemment. On aura bientôt un prochain café pédagogique, on parlera de Playmobil cette fois-ci. C'est moins technique, quoique ça sera plastique, mais ça vaut le coup de venir, quoi. Ça sera surtout pédagogique. Et la date? Le 28, si je me souviens bien, et j'essaye de ne pas me tromper cette fois-ci. Enfin, pas moi, mais j'endosse la responsabilité également. Extra. Merci beaucoup alors pour votre intervention et puis au plaisir d'un prochain café pédagogique. Merci. À bientôt. À bientôt. Belle journée. Au revoir, merci.